table ronde de l'après-midi de l'ID Forum. Nous sommes moins nombreux, peut-être parce que c'est le dernier jour. N'hésitez pas à vous rapprocher. Vous entendrez peut-être mieux, vous verrez mieux nos intervenants. Nous avons beaucoup parlé ces derniers jours, notamment mardi, du nouveau règlement européen de cadre sur l'identité numérique. Et aujourd'hui, notre table ronde va aborder deux sujets, mais elle va aborder entre autres la nouvelle proposition de règlement de la lutte anti-blanchiment qui concerne donc toutes les banques, les établissements financiers, qui est proposée par la même Commission européenne, même s'il y a une direction générale distincte. Et c'est un règlement très important parce que d'abord c'est plus qu'un règlement, c'est un package, il y a un règlement, il y a une directive, il y a une nouvelle autorité européenne. Et puis c'est un règlement qui, c'est un package qui va prendre du temps à se mettre en place, de 3 ans, et qui très probablement va servir de cadre juridique pour les 15 années à venir, en tout cas pour probablement un temps assez long. Ça, c'est un des sujets donc, que nous allons aborder cet après-midi. L'autre sujet aussi, c'est l'externalisation de la KYC, qui exige à la fois par la sophistication technologique, mais aussi par la spécialisation et l'intégration du parcours client, qui nécessite de plus en plus de faire appel à des solutions d'externalisation. Et nous allons en mesurer les différentes dimensions. Voilà, donc bienvenue à tous et je voudrais vous présenter nos invités, nos orateurs que je remercie d'être là. Je voudrais commencer par Monsieur Guillaume Daillère, qui est responsable de l'identité numérique Digital ID de la société Tessi. Merci Guillaume d'être avec nous. Je voudrais ensuite saluer Monsieur Bertrand Bouteloup de la société Ariadnex. Vous êtes directeur général adjoint de cette société. Merci d'être avec nous. Monsieur Clément Bruno, vous êtes Chief Revenue Officer de la société Archipel, qui est déjà aussi beaucoup intervenu ces dernières journées. Merci d'être présent. Monsieur Bastien Colette, associé chez Deloitte. Vous êtes associé chez Deloitte Consulting au Luxembourg, un des pays les plus avancés en matière de lutte contre le blanchiment. Et vous êtes vous-même un expert spécialiste de ces sujets dans le monde financier, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et Monsieur Stéphane Mouy, président de la société SGM Consulting, et vous étiez anciennement un directeur juridique chez BNP Paribas, et vous êtes aussi mandaté par la Commission européenne sur des sujets de portabilité d'attributs de la KYC et de l'identité. Merci aussi à Stéphane d'être parmi nous. Merci bien d'avoir pris le temps de venir. Alors, peut-être dans un premier temps, je vous ai introduit rapidement, mais peut-être pourriez-vous présenter un peu mieux vos organisations et puis les liens avec, que ce soit les sujets AML ou les sujets de KYC, un petit peu quel est votre lien. Peut-être, Monsieur Guillaume Daillère, on peut commencer avec vous. Oui, donc merci Guy. Donc Guillaume Daillère, donc moi je m'occupe donc de plateforme digitale chez Tessi. Tessi, on est une société française qui est un peu plus de 50 ans maintenant, plus de 10 000 personnes, voilà, un peu plus de 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'objectif premier de nos activités, c'est la gestion externalisée d'actes métiers. On parle de BPO, donc beaucoup de nos clients, notamment dans le domaine banque, assurance, externalisent beaucoup de leurs activités directement chez Tessi. Et notre deuxième volet d'intervention est sur leur transformation digitale, puisqu'évidemment les technologies croissantes aujourd'hui apportent beaucoup d'innovations et on les accompagne à la fois en tant qu'éditeur et intégrateur de solutions pour justement
améliorer, optimiser, automatiser l'ensemble des actes qui nous sont délégués, et notamment dans le cadre de la vérification des identités ou la gestion du KYC, des pièces justificatives. Merci Guillaume. Peut-être passer de la parole à Monsieur Bastien Colette. Bastien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bonjour à tous, donc je m'appelle Bastien Colette, je suis associé chez Deloitte à Luxembourg. Chez Deloitte, je m'occupe principalement et même presque exclusivement de tout ce qui est la criminalité financière. Donc, c'est-à-dire, dans le conseil, on aide nos clients à faire des plans de remédiation, à écrire leurs policiers, leurs procédures, à faire des formations, etc. On le fait à Luxembourg, mais également dans le monde entier. Deloitte à Luxembourg, nous sommes plus ou moins 2500 personnes et il y a 100 personnes dédiées exclusivement à la lutte contre la criminalité financière. Voilà. Merci Bastien. Monsieur Stéphane Mouille. Oui, bonjour. De même, ravi d'être parmi vous tous aujourd'hui. Stéphane Mouille, je suis consultant. Je travaille, tu as rappelé que j'avais un parcours qui était plutôt juridique et plutôt bancaire, ce qui est exact. Je travaille beaucoup en matière réglementaire, plutôt avec une clientèle d'établissements de crédit, d'établissements de paiement. Cela dit, j'ai travaillé, pour revenir à la thématique de la table ronde de cet après-midi en 2021. D'abord, j'ai fait partie toute l'année de la task force de l'ETSIC qui vient de publier un standard technique en matière de vérification d'identité à distance pour les services de confiance IDAS, qui est maintenant publié. Et je travaille actuellement, je suis missionné par la Commission européenne pour travailler sur la portabilité du KYC, évidemment dans la perspective du règlement IDAS 2 et AMLR. Merci Stéphane. Monsieur Bertrand Bouteloup. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Bertrand Bouteloup, je suis directeur général adjoint de la structure Ariane Next. Donc c'est une structure que j'ai rejoint pour ma part il y a maintenant 5 ans. Ariane Next était une société française jusqu'à fin juillet, puisque en juillet nous avons annoncé la fusion-acquisition d'Ariane Next avec la société ID Now. En résumé, nos activités historiques étaient liées à la souscription dématérialisée en boutique. De cette souscription dématérialisée en boutique, on est venu à travailler sur le sujet de la vérification à distance. C'est vraiment le cœur de métier de la société aujourd'hui. On a vu nos offres évoluer pour porter par ailleurs des modèles identitaires et notamment au sein de France Connect, Mobile Connect et moi, souvent associés à tort à Orange, mais réellement plateforme délivrée par Ariane Next. Et donc, je dirais que c'est tout justement que nous avons accepté de fusionner notre entité avec la société IDNO pour venir créer le champion européen d'identification à distance. IDNO étant depuis longue date le champion allemand dans l'identification à distance sur la base des textes du régulateur qui est la BaFin. Ariane Next étant de son côté, je dirais sans trop de prétention, le champion français dans le domaine de l'identification à distance. Voilà, donc très simplement, notre enjeu à nous aujourd'hui, eh bien, il est de continuer à délivrer les solutions sur un marché qui, on le verra, évolue très rapidement. Merci Bertrand. Monsieur Clément Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Archipel? Merci Guy. Donc pour avoir Clément Bruno, je suis en charge des ventes et partenariats chez Archipel. Donc Archipel est une société de consortium, une joint venture de tiers de confiance français. Donc à l'issue du projet, vous avez La Poste, la Caisse des dépôts, Engie, EDF, qui ont décidé de s'associer et distribuer des services de confiance autour de l'identité, à la fois des individus et des entreprises, et à commencer, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, par la certification et vérification de documents et données à valeur probante dans le cadre du KYC. Voilà. Merci beaucoup, merci Clément. Voilà, nous allons entrer sans plus tarder dans le vif du sujet et pour nous présenter ce nouveau règlement AML, je voudrais me tourner vers vous, Monsieur Bastien Colette, vers Bastien, pour vous poser cette question, un petit peu, quelles sont les grandes mesures de ce nouveau package, ou en tout cas nouvelle proposition de package AML, et un petit peu avec quel périmètre et quel horizon de temps qui est défini, qui est proposé par ce nouveau package. Merci Guy. Donc, la Commission européenne, ils ont présenté
Ils ont eu l'ambition de vouloir présenter une proposition législative qui vise à renforcer les règles de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. On oublie souvent de parler de lutte également contre le financement du terrorisme. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce package et quel était aussi l'objectif de l'Union européenne? On l'a vu sur les dernières années, il y a eu pas mal de scandales dans le domaine bancaire, dans le domaine financier. On peut donner quelques noms comme la Danske Bank, etc., qui ont secoué le monde financier. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de transactions transfrontalières, par exemple, et que l'harmonisation au niveau européen n'était pas, ou l'implémentation dans chaque pays européen, en tout cas de la directive, n'était peut-être pas faite de la même façon. Donc le premier point, c'est amener une harmonie au niveau européen de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a aussi, ils voulaient protéger les Européens contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il y a cette fameuse harmonie, comme je vais vous parler, mais il y a aussi la transparence. On va le voir un petit peu plus tard, même si on ne rentrera pas dans tous les détails. La transparence est le mot-clé pour le moment. La transparence sur les bénéficiaires effectifs, principalement. Il y a aussi rendre confiance aux investisseurs. Suite, comme on l'a dit, à tous les scandales de corruption, les scandales de blanchiment qu'il y a eu, il fallait rendre aussi confiance à tous les investisseurs européens, mais également à tous les investisseurs étrangers qui veulent investir en Europe. Ça, c'est principalement le pourquoi et l'objectif de ce package européen. On pourra en parler pendant des heures, mais en résumé, ce sont ça les grands points. Mais qu'est-ce que le package européen? Qu'est-ce que l'Union européenne a proposé, en tout cas la Commission européenne a proposé, et qui est inclus dans ce package européen? Tout d'abord, il y a un règlement qui va instituer une nouvelle autorité européenne qu'on appelle l'AMLA, Anti-Money Laundering Authority. Donc c'est une autorité européenne qui va être chargée d'édicter certaines normes, édicter des recommandations, des guidelines, mais aussi qui va avoir un rôle de superviseur au niveau européen. Donc c'est la fameuse création de l'AMLA. On va y revenir plusieurs fois dans notre présentation. Il y a aussi la 6e directive européenne. On connaissait tous la 4e directive européenne qui est sortie en 2015, la 5e qui est sortie en 2018, et maintenant, il y a une proposition d'une 6e directive européenne qui devrait sortir en 2021 ou 2022 en tout cas. Il y a, et c'est ça dont on va parler plus en détail aujourd'hui, le règlement européen qui concerne tout ce qui est l'identification et la vérification de l'identité des clients, mais également dans le souci de transparence, comme je le disais tout à l'heure, concernant les bénéficiaires effectifs. Ce fameux règlement. Et le dernier, c'est la révision du règlement de 2015 sur les transferts de fonds, dans lequel ils ont inclus, mais ça va continuer plus tard par d'autres processus juridiques, la traçabilité des transferts vers tout ce qui est les cryptocurrencies, les crypto-assets. D'accord ? Revenons au règlement. Quels sont les principaux points que ce fameux règlement concernant l'identification et la vérification de l'identité amène? Il y a pas mal de points, je vais en synthétiser certains qui sont peut-être les plus frappants, je vais en synthétiser une petite dizaine. D'abord, des définitions. Ils ont gardé tout ce qui se trouvait dans les anciens règlements comme définition, mais ils en ont rajouté certaines, comme par exemple pour tout ce qui est le crowdfunding. Les crypto-assets, ils sont également rentrés avec tout ce qui est les crypto-assets. On en parle tous les jours dans les journaux. Si vous lisez les médias, tous les jours, il y a des articles là-dessus. Est-ce risqué, pas risqué, est-ce qu'on peut blanchir, etc. Donc l'Union européenne s'est également attachée à essayer de clarifier ce point-là, ou en tout cas d'essayer de le réglementer un maximum. Il y a aussi la liste des entités in scope, donc qui sont sujettes ou soumises à la loi AML. Ils ont rajouté les entités, il y en a de plus en plus. Donc ce sont des personnes physiques ou des entités qui deviennent maintenant, qui ont l'obligation de suivre la loi AML de leur pays lorsque la directive aura été transposée, bien sûr, dans le droit national, ou lorsque le règlement aura été applicable 20 jours après sa publication. Dans les entités qu'on a rajoutées pour être in scope, on peut prendre l'exemple des VASP, donc dans le monde des cryptocurrencies, où là, ils l'ont mis par rapport aux normes du GAFI, ou aux recommandations du GAFI en tout cas, et on a ajouté par exemple les sociétés de crowdfunding. Il y a aussi un point très important qui concerne tout ce qui est les politiques internes, les contrôles et les procédures. On remarque, aussi bien au niveau national, mais ici au niveau européen, qu'on attire de plus en plus l'attention sur la gouvernance, sur les politiques internes. Donc pour pouvoir travailler efficacement en matière AML,
il faut d'abord avoir un cadre. Ça commence par le senior management, on va y venir, et ensuite par avoir des politiques et des procédures très claires. Ils se sont donc attachés là-dessus en apportant plus de clarté sur le minimum que devaient contenir ces politiques, ces directives, ces procédures, et ensuite les contrôles opérationnels qui devront être mis derrière, bien sûr. Ils précisent que ces politiques doivent absolument, et ça c'est très important, contenir tout ce qui est ce qu'on appelle l'AML Client Risk Scoring, donc le risk scoring qu'on va donner aux clients. L'approche fondée sur les risques, on va mélanger les deux, et suite à ça, les mesures mitigatrices qui vont être prises par l'entité pour justement diminuer le risque. Car comme vous le savez en AML, on ne sait pas supprimer le risque, on veut juste prendre des mesures pour mitiger, pour diminuer ce risque-là. Il y a aussi l'inclusion, comme je vous disais, du senior management. C'est nouveau au niveau européen. On donne de plus en plus de pouvoir, mais surtout de responsabilité au senior management des entités in scope de la loi. Si je peux me permettre de faire le parallèle avec le Luxembourg, au Luxembourg, c'est quelque chose qui existait déjà. Et pour la première fois, c'est public, donc je ne vais pas en parler. C'était en mars, au début du Covid, pour la première fois au Luxembourg, un dirigeant, donc le CEO d'une grande banque du Luxembourg, il y avait eu des affaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est public, je vous laisserai chercher sur Google, mais a été banni d'exercer une activité financière au Luxembourg pour 10 ans. C'est la première fois, par exemple, que ça a été fait au Luxembourg. On arrive à un système, quand on lit le règlement, ou même comme ça avait été mis au Luxembourg, c'est publié pendant 5 ans sur le site du régulateur, de name and shame. Donc on arrive vers un système plus américain. Les Américains faisaient déjà ou travaillaient déjà comme ça à l'époque. Il y a aussi, toujours pour le senior management, où on va obliger à avoir un responsable AML dans le senior management. Vous connaissez tous le compliance officer, la personne qui s'occupe de la compliance dont l'AML fait partie. Maintenant, il faudra quelqu'un qui soit responsable au niveau du senior management. C'est nouveau au niveau européen. Au Luxembourg, on l'a introduit en 2019. D'abord dans les fonds d'investissement, on a vu que ça marchait, et maintenant ça a été étendu le 25 mars 2020 à toutes les entités in scope de la loi AML. En gros, c'est quoi? On les appelle le RR et le RC au Luxembourg, mais peu importe. Le RC sera le compliance officer, il va faire son travail, il va le reporter au RR, qui est un membre du comité de direction, du conseil d'administration, qui prendra la pleine responsabilité face aux autorités, par exemple. Donc, c'est vraiment le tone on the top. Donc, on veut vraiment dire, c'est bien, tu es le chef, mais il n'y a pas que la stratégie, il n'y a pas que le côté financier, tu vas regarder le côté compliance. En tout cas, pardon, tu en seras responsable également. D'accord? C'est un point très important qui va amener pas mal de changements au niveau des banques et des entités in scope de la loi. Il y a aussi tout ce qui est group-wide policies. Donc, comme on le sait, dans le monde financier principalement, ou même dans le monde corporate au sens large, il y a très peu d'entités. Je prends l'exemple, une entité de Lille ne reste plus à Lille. Ils ont souvent des branches, des subsidiaires, etc., ou des succursales dans d'autres pays. Donc, ils ont justement réglementé ce qu'on appelle les group-wide policies et procédures en disant quelles sont les règles que la maison mère va devoir suivre. Si la maison mère n'est pas régulée d'un point de vue AML, quelles sont les règles qui devront être suivies pour quand même faire respecter le cadre. Si la société mère se trouve dans un pays hors de l'Union européenne, que devra-t-on faire? Et ils ont renforcé le point qui existait déjà, qu'une entité, lorsqu'elle a des branches, filiales, succursales, etc., ils doivent imposer leur processus AML à leurs branches et subsidiaires et s'assurer qu'en pratique, ils les appliquent bien. D'accord? Et donc, ils l'ont étendu également vers le haut, vers le groupe, on va dire, en précisant certaines règles. Je ne peux pas trop vous donner de détails sur différents points comme ça, parce que quand vous lisez le règlement, vous verrez que le fameux AMLA, vous vous rappelez, la nouvelle autorité européenne, va devoir émettre ce qu'on appelle des normes techniques de réglementation, ou dans le jargon, des RTS. Ils vont devoir en émettre sur plein de points, donc en gros, ça va être des guidances pour le marché. Maintenant, il va falloir que l'AMLA soit créée, qu'ils engagent des gens, etc. Donc ça va mettre un peu de temps, mais on s'attend à avoir des guidelines, en tout cas c'est un de leurs buts, très précises. Et pourquoi très précises au niveau de l'AMLA? Si je compare la France et le Luxembourg, par exemple, nos autorités, l'AMF, la CPR par exemple, ou Luxembourg, la CSSF, ils émettent des directives, des circulaires, des guidances, et on remarque que parfois il y a des différences dans la manière d'interpréter
déjà son droit national, mais qui découle de la directive, d'accord, qui a été transposée suite à la directive. Et là, ils veulent vraiment harmoniser. Si on parle d'un bénéficiaire effectif, voici ce qu'est un bénéficiaire effectif. Voici le minimum des documents qu'on va demander, etc., etc., pour qu'au niveau européen, on travaille tous de la même manière. D'un point de vue KYC, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, donc le KYC, c'est quoi, en quelques mots? C'est identifier et vérifier l'identité de son client, de ses mandataires, ce qu'on appelle les proxies, mais également de ses bénéficiaires effectifs. D'accord? Donc, le règlement s'est attardé sur ces différents points-là. Je vous passe tous les détails concernant le régime de citoyenneté, etc., qui n'ont pas d'importance aujourd'hui. Et là, pour ça encore, pour le KYC, l'AMLA est chargée d'émettre des RTS pour expliquer ce qu'on doit faire en matière de vigilance simplifiée, en matière de vigilance renforcée, ce qu'on va devoir faire pour des pays à risque, par exemple. Qu'est-ce qu'on va devoir appliquer pour tout ce qui est aussi l'utilisation de moyens d'identification électronique. On en parle de plus en plus. Là, je pense que mes collègues rentreront plus en détail que moi, ils seront plus spécialistes que moi, mais c'est l'avenir. L'avenir est à la technologie, l'avenir est justement ces moyens d'identification électronique plutôt que de demander une copie certifiée de la carte d'identité comme nous le faisions auparavant. Je parlais des pays tiers, c'est un sujet très très important pour le moment parce qu'il faut savoir comment l'Europe veut se positionner. Quand vous avez, le Luxembourg a été sur le feu de l'actualité là-dessus, mais les Panama Papers par exemple, quand vous avez des entités qui sont au Panama, quand vous avez un client qui est à Taïwan, à Hong Kong, il faut que l'Europe bouge de la même manière, en tout cas prenne des mesures adéquates et similaires lorsqu'on considère que le risque est plus important. Donc ce règlement a expliqué comment réagir face aux pays, je veux dire, tiers, mais également ceux que l'on va considérer obligatoirement, le mot obligatoirement est important, comme high risk. Ils vont suivre les recommandations du GAFI, donc du FATF, mais également l'Europe va établir elle-même sa propre liste. L'AMLA sera chargée également de fournir cette liste par zone géographique. Je ne rentre pas dans tous les détails. Les PEP, on a renforcé l'obligation de vigilance renforcée sur les PEP, rien de nouveau. Et chaque pays, on en parlait déjà de la 5e directive, devra faire une liste avec toutes les personnes qu'elle considère comme, en France, je pense on dit les PPE, donc les personnes politiquement exposées, la liste de ces PPE nationaux qui seront globalisés au niveau européen. Il y a bien sûr le point de l'externalisation qui est introduit, nous en parlerons plus longuement tout à l'heure, et la notion de bénéficiaire effectif, pour qu'on considère tous de la même manière et que toutes les entités in scope identifient et vérifient l'identité de leurs bénéficiaires effectifs de la même manière. Tout d'abord, en résumé, parce que là on pourrait parler pendant des heures là-dessus, c'est quoi un bénéficiaire effectif? C'est une personne physique, déjà obligatoirement, qui, en résumé, je ne vais pas lire la définition, qui détient plus de 25% des actions directement ou indirectement au porteur, etc., de l'entité. Ou alors, deuxième critère, parce que c'est une approche en 3 étapes, l'Europe vient de l'introduire, nous on a reçu une circulaire en décembre 2019 qui nous imposait de le faire. Le deuxième point, ça va être la notion de contrôle. S'il n'y a personne qui détient, parce que le jeu était facile, on mettait 5 personnes à 20%, on n'en avait pas à déclarer, ce sera la personne qui contrôle l'entité. D'accord? Et s'il n'y a personne, on remontera de nouveau, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, vers le senior management qui sera déclaré au registre des bénéficiaires effectifs national. Ils seront globalisés également au niveau européen. Et le dernier point, c'est l'obligation de déclaration. Donc, lorsque vous avez un doute ou un soupçon de blanchiment d'argent, vous le savez, il faut faire une déclaration aux autorités. D'accord? C'est Tracfin, je pense, en France. Oui. Au Luxembourg, c'est la CRF. Et donc, ils se sont rendus compte que le contenu des déclarations n'était pas toujours les mêmes, suivant les pays. D'accord? Là, je peux vous parler de mon expérience. Avant d'être chez Deloitte, j'ai travaillé pendant 8 ans, dans les services secrets en Belgique, à la Sûreté de l'État, où on regardait parfois certains dossiers qui avaient été filés, et on se rendait compte qu'effectivement, suivant les pays, le contenu n'était pas toujours le même. Maintenant, l'AMLA sera chargée d'établir un template que tout le monde devra suivre. Pourquoi? De nouveau, pour harmoniser au sein de l'Union européenne, pour jouer vraiment, que tous les pays jouent comme une seule équipe au niveau européen. Merci beaucoup Bastien pour cette présentation très extensive du règlement et en même temps synthétique
Donc, ce qui est un exercice très, très difficile à faire. Moi, je retiens quand même, parce que l'AML, c'est quand même assez récent, c'est une trentaine d'années, depuis le G20 qui les ont fondés. Vous avez mentionné la quatrième et la cinquième directive. La quatrième, si je me rappelle bien, il y avait l'obligation de vérifier l'identité des clients. La cinquième, c'était la vérification à distance de l'identité. Et donc celle-ci, si je comprends bien, c'est vérifier beaucoup mieux l'identité des bénéficiaires effectifs, mais aussi des correspondants, des directeurs, enfin pour une personne morale. Donc on a encore, en fait, le périmètre de vérification d'identité et de connaissance des parties. Je ne sais pas si je résume correctement votre propos, mais c'est beaucoup élargi, hein, s'élargit beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Stéphane, je voudrais me tourner vers vous maintenant pour vous poser la question suivante. Un peu, quelles peuvent être les conséquences de ce cadre harmonisé ou plus harmonisé du Customer Due Diligence en Europe? Bien. Alors, en fait, on va essayer pour répondre à la question, il y a peut-être deux niveaux. Il y a le niveau d'analyse immédiat et puis il y a le niveau un peu plus structurel ou systémique, notamment sur l'industrie bancaire. Alors, le niveau immédiat, d'abord, il y a un élément tout à fait... Alors, je vais faire peut-être une remarque tout à fait liminaire. Le règlement AML qui vient d'être évoqué, comme le futur règlement IDAS 2, c'est un projet de la Commission européenne, c'est un projet qui bénéficie d'un appui politique très fort du Conseil européen, mais il n'est pas encore voté. D'accord ? Donc il y a un processus législatif qui va prendre un peu de temps. On en parlait avant le séminaire. On ne sait pas si c'est fin 2021 ou début 2022. Mais voilà, donc aujourd'hui, il n'est pas adopté et on n'a pas une certitude absolue sur le fait qu'il sera adopté exactement en l'état, même si c'est, à mon avis, assez probable. Voilà. Deuxième élément qui est très important, comme pour le règlement IDAS, il définit ce qu'on pourrait appeler les grands sommets du paysage, du futur paysage, mais il ne fournit pas une cartographie détaillée. Hein. La cartographie détaillée, elle va se préciser pendant plusieurs années au travers des fameux RTS que tu viens d'évoquer. Bon. Et ça va prendre 3 ans. Globalement, raisonnons en très simplifié en disant que on est en train de basculer dans un nouvel environnement. Ce nouvel environnement, il va prendre presque 5 ans. Moi, alors quand je dis ça, on m'a dit « Oula, tu es pessimiste ?» Ben non, je ne pense pas. Il va prendre 5 ans, disons que c'est aux alentours de 2025 qu'on aura vraiment une très très bonne idée de comment il est en train de se structurer. Alors, deuxième remarque très fondamentale, le règlement IDAS 2 et le règlement AML, ils ont été faits ensemble, au même moment. D'accord ? Et bien évidemment, il y a de très nombreux renvois entre l'un et l'autre. Et en réalité, ils doivent se comprendre ensemble. En très simplifié, ils vont changer pour l'industrie bancaire 2 choses fondamentales. Le règlement IDAS 2 va vous dire, chère banque, désormais, vous allez être obligé d'accepter les wallets d'identité numérique et vous ne pourrez pas les refuser. D'accord ? Et deuxièmement, et je dirais surtout, vous perdez le contrôle de vos attributs, de la gestion des facteurs d'authentification. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui allez définir les critères de login de vos clients, ça figurera dans les wallets et c'est les utilisateurs de wallets qui pourront directement se loguer chez vous. Bien. Et ça c'est le premier impact structurel ou systémique du règlement IDAS 2. L'autre impact structurel et systémique du règlement AMLR, c'est le fait d'unifier les règles en matière de vigilance, hein, de Customer Due Diligence. Bon. Et l'effet il va être considérable parce qu'en fait, il va très fondamentalement décloisonner les marchés nationaux. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, les règles de KYC, pour dire les choses de façon un peu brutale, mais à mon avis réelle quand même, ce sont de très puissants facteurs de cloisonnement des marchés nationaux. On va en parler probablement avec la norme ANSSI, le référentiel ANSSI sur la vérification d'identité à distance. C'est un très bon exemple. Hein. C'est une norme qui est techniquement bien construite, mais qui fondamentalement est une norme purement nationale qui ne s'applique
qu'en France et qui ne fonctionne que dans un cadre franco-français. Donc ça, ce schéma-là est, je dirais, bousculé par l'effet combiné de IDAS 2 et de AMLR, et l'impact va être tout à fait majeur pour l'industrie bancaire. Et évidemment, en conséquence de ça, l'élément tout à fait déterminant, c'est que il y aura globalement pour la vérification d'identité et l'entrée en relation des établissements de crédit, enfin de tous les établissements qui sont soumis en fait à une exigence aux règles en matière de lutte anti-blanchiment, vous aurez en réalité 3 moyens principaux. Premier moyen, vous présentez le moyen classique, présenter un document d'identité. Vous le présentez d'ailleurs soit en face à face, soit à distance. Deuxième élément, vous présentez un moyen d'identification électronique. En pratique, à terme, ça sera un wallet. D'accord ? Et troisièmement, vous ne présentez rien du tout, mais en fait, le fournisseur de services vérifie directement auprès de bases fiables votre identité et s'assure évidemment que votre identité correspond à la personne physique que vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est en devenir, c'est les 3 grandes voies d'action qui vont être reconnues. Le point qui est peut-être le plus important, c'est effectivement que les schémas d'identification électronique et les futurs wallets vont être mis exactement sur le même pied d'identité que les documents d'identité classiques. Merci Stéphane. Merci pour ces intéressantes précisions. Alors, je vois l'heure qui avance. Je reviens vers vous, Monsieur Bastien Collet, cher Bastien, parce que j'ai 2 questions qui me paraissent très pertinentes. La première, c'est, vous avez dit tout à l'heure que le règlement prévoit des situations d'allègement quand il y a peu de risques, et d'autres, au contraire, quand il y a des risques élevés, de renforcement. Donc ma première question, c'est comment est-ce que cela se traduit en termes de vérification d'identité pour les clients ou les bénéficiaires effectifs? La deuxième question que je voulais vous poser, c'est que on voit arriver avec cette proposition de règlement plusieurs registres, notamment un registre des bénéficiaires effectifs ou d'ayants droit, et ce registre, il est, je dirais, en plus des registres existants sur les comptes bancaires et des registres de détenteurs de biens immobiliers. Donc il y a ces 3 registres qui sont expressément cités par cette proposition de règlement. Comment vont un peu fonctionner ces registres, et est-ce que ça peut vouloir dire que l'Europe évolue un petit peu une situation à l'américaine, où en fait il y a un peu des informations un peu de type bureau de crédit qui vont exister sur les personnes? Quel est votre avis sur ces 2 questions? Je vais essayer de rester très synthétique parce qu'on pourra en parler très longtemps, mais simplement pour la question de vigilance simplifiée et vigilance renforcée, donc Simplified Due Diligence and Enhanced Due Diligence, plus le risque est fort, donc plus le risque est élevé, plus on doit prendre des mesures. Par exemple, à l'heure actuelle, on va demander par exemple plus de pièces certifiées, des copies certifiées conformes. On va vérifier plus en détail la source of wealth, donc l'origine de la fortune ou la source des fonds de la personne. On va faire des recherches Google, par exemple, ou des recherches réputation, où on va utiliser des outils technologiques afin de pouvoir obtenir plus de documents, donc avoir un dossier plus complet ou plus détaillé en tout cas. Ça, c'est à l'heure actuelle. Dans le futur, il y aura, je pense, des solutions technologiques qui vont pouvoir aider à rendre, même dans le cas de vigilance renforcée, des processus beaucoup plus souples et beaucoup plus sécurisés. Maintenant, l'AMLA va sortir des RTS, et je pense que là, on aura un peu plus de détails. Concernant le deuxième point, effectivement, je pense que le but de l'Europe, de la Commission, était d'arriver vers un souci de transparence. Donc, effectivement, on va avoir le registre des bénéficiaires effectifs, mais qui existe déjà à l'heure actuelle. Ils ne sont pas encore tous interconnectés, on va dire, au niveau européen, mais chaque pays doit en tout cas en avoir un. Je sais qu'il y a quelques pays qui n'en ont pas encore, mais théoriquement, ils devraient en avoir un. Il y a celui pour les comptes bancaires, le fameux registre des IBAN, comme on l'appelle. Effectivement, il va être interconnecté également. Et il y a le fameux registre des real estate, donc de l'immobilier, je vais dire en français. Donc effectivement, on bouge un peu vers un monde à l'américaine, mais je pense que le but, c'est surtout d'avoir un monde transparent. Pour justement montrer que les banquiers ne sont pas mauvais,
qu'il n'y a pas de la corruption partout, donc c'est montrer cette transparence et rendre confiance aux investisseurs. Merci Bastien. Alors Stéphane aussi, une des choses que moi j'ai remarqué dans le règlement AML, c'est qu'on définit là les attributs d'identité, mais on ne définit pas les attributs KYC. Et de l'autre côté, nous avons donc la proposition IAS qui, au contraire, je dirais, ouvre les portes sur les attributs d'identité en les rendant beaucoup plus flexibles, beaucoup plus contextuels, en ouvrant justement sur peut-être des attributs de KYC, des attributs transactionnels, d'autres attributs. Et donc, comment est-ce que ces deux propositions de règlement s'articulent et comment vous voyez cette question des attributs d'identité, des attributs de KYC dans ce contexte? D'accord. Alors, la réponse, c'est on ne la voit pas complètement aujourd'hui parce qu'on la verra mieux dans 3 ans, quoi. Voilà, avec les fameux RTS. Alors, cela dit, pour répondre en très simplifié, il y a globalement, quand on parle d'attributs de KYC, il y a 3 catégories, il y a 3 groupes. Alors, il y a le nœud, le cœur du réacteur, c'est les attributs d'identité. C'est globalement les attributs que vous avez sur un passeport ou une carte d'identité. Bon, ça, pas compliqué, c'est défini, il y a des normes internationales, il y a les règles qui figurent dans le règlement européen sur les cartes d'identité électronique. Enfin, tout ceci est très normalisé. Donc, c'est très normal. Comme c'est très normalisé, c'est en plus, ce sera nativement intégré dans les wallets. Et en plus, c'est dans le cadre du règlement, c'est clairement défini dès maintenant. Ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Au-delà de ça, vous avez une deuxième catégorie, qui est la catégorie qu'on pourrait qualifier des attributs de statut. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Qu'est-ce que vous avez comme profession? Est-ce que vous êtes habilité à représenter telle personne? Voilà, vous avez des attributs qui sont liés à quel est votre statut personnel, marital par exemple, hein. Est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, etc. Ça, alors là, vous voyez déjà qu'on est dans une autre catégorie qui est importante pour les prestataires de services financiers, mais on est déjà dans des catégories d'attributs qui sont moins standardisées, moins documentées, et là pour lequel, pour le moment, il n'y a pas de règles très claires. Ce qu'on sait, c'est que ces attributs... Alors, il y a une précision très importante dans le règlement IDAS 2 qui est dit, c'est que ces attributs-là vont très clairement faire l'objet d'attestations électroniques. Hein. Ça sera les attributs qui, prioritairement, feront l'objet de la nouvelle catégorie de services de confiance IDAS, hein, les attributs attestés électroniquement, qui d'ailleurs se retrouveront sur les portefeuilles, sur les wallets d'identité numérique. C'est-à-dire que dans votre wallet, vous aurez, outre vos attributs d'identité, mais vous aurez potentiellement, si vous en avez envie, vous aurez également ces attributs-là. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est en fait encore plus large, c'est les attributs liés à votre activité et à votre profil de risque. Alors là, on rentre vraiment dans un autre univers, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique à chaque établissement de crédit, hein. C'est-à-dire que vous êtes globalement, en caricaturant un petit peu, ce que fait BNP Paribas n'est pas tout à fait la même chose dans ce domaine-là que ce que fait le Crédit Agricole ou ce que fait Société Générale ou un autre acteur, hein, pour des raisons qui sont liées à la fois au portefeuille d'activité, aux services qui sont utilisés, puis tout simplement à la pratique des établissements de crédit. Là, on est... Alors, en nombre, sachez tout de même que ce sont de loin les plus nombreux. De loin les plus nombreux. Voilà. Alors, vous voyez bien que quand on dit on va porter ou on va transporter nos attributs de KYC, ces attributs-là, à mon avis, vous n'allez pas les trouver immédiatement dans des wallets. Je n'y crois pas du tout, hein. Ça viendra peut-être, mais je crains que je sois à la retraite à ce moment-là. Enfin, voilà. Voilà, peut-être à moyen long terme, mais pas tout de suite. Voilà. Et d'autre part, il n'y a pas du tout de standardisation technique sur ces attributs-là aujourd'hui, ce qui fait que la portabilité, l'interopérabilité de ces attributs est vraiment problématique. Puis dernier facteur, ce sont les attributs qui sont très liés à des process propriétaires des établissements de crédit. Et donc les établissements de crédit n'ont pas très envie tout simplement de les partager. Voilà. Donc, gardez bien à l'esprit les 3 groupes d'attributs, le fait que le premier groupe est d'ores et déjà normalisé, il est d'ores et déjà défini dans le règlement. Le deuxième groupe va être défini et sera
l'objet prioritaire des attestations électroniques d'attributs, la nouvelle catégorie de services de confiance, et se retrouvera dans les portefeuilles d'identité numérique. Et la troisième catégorie, écoutez, c'est à plus long terme, malheureusement c'est les plus nombreux, mais ceux-là, à mon avis, avant qu'ils se retrouvent dans les portefeuilles d'identité numérique, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts d'ici là. Merci Stéphane pour cette très belle explication des structurations des attributs. Alors moi, je voudrais maintenant demander l'avis de nos grands partenaires technologiques sur la vérification d'identité et sur la KYC. Peut-être commencer par vous, Guillaume. Qu'est-ce que vous pensez du règlement, de cette proposition de règlement comment vous, un grand opérateur de vérification d'identité de KYC, comment vous accueillez cette proposition ? Alors, on l'accueille forcément toujours assez bien, parce que c'est vrai que, comme on le disait avant, il y avait forcément une interprétation qui était faite par chaque pays. Attributs, notamment liés aux revenus ou autres, qui permettront de réaliser un KYC. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi avec nos différents partenaires émetteurs. Merci Clément. Merci. Je voudrais maintenant qu'on regarde aussi un peu plus donc, les questions liées à l'externalisation de la KYC. Donc, c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, les relations à distance ont beaucoup explosé, mais il y a également, on voit de plus en plus une spécification, une spécialisation technologique. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que on est en face de cet essor de l'externalisation pour la KYC ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Peut-être vous, Guillaume, dire un mot ? Oui, je me permets de prendre la parole en premier. Sur ces sujets, l'externalisation reste un point important. On est sur des sujets aujourd'hui qui bougent très rapidement en termes de réglementation, qui nécessitent des certifications, des qualifications. Si une banque, par exemple, souhaite faire appel à un tiers de confiance qui possède déjà, dont le métier, c'est justement de se mettre à niveau sur ces sujets, c'est évidemment plus facile pour eux parce que les efforts liés à toutes ces certifications et qualifications sont portés par le prestataire externe. Donc l'externalisation a un sens. Ensuite, on peut parler d'externalisation à la fois sur les technologies, mais également sur les actes humains, puisque on le voit là encore, si je peux refaire l'analogie avec les exigences de l'ANSSI sur l'identification substantielle, il faut systématiquement qu'un humain valide une identité. On ne fait pas confiance à la technologie encore, même si la technologie est là et elle pourrait, on ne fait pas confiance. Donc, il faut valider avec des actes humains. Donc c'est finalement ce tiers de confiance qui ne peut pas être la banque elle-même, qui pourrait l'être s'il passait évidemment toutes ces certifications. Mais externaliser, c'est apporter aussi une expertise, apporter cette vision, apporter cette mise à jour réglementaire constante et apporter aussi ces actes humains qui peuvent être importants. On parlait là notamment avec les GAFI aujourd'hui des profils risques, les clients qui ont un profil risque et où il y a besoin ce n'est pas que de l'entrée en relation, il y a besoin aussi de suivre pendant toute la relation d'affaires le KYC de cette personne-là. C'est des tâches qui peuvent être très importantes en fonction des risques. On parlait de risques plutôt élevés, faibles, renforcés, vous disiez. Il y a un screening constant à effectuer. C'est chronophage. Il y a des personnes spécialisées aujourd'hui sur le marché. Tessie en fait partie, bien sûr. Mais oui, nous, l'externalisation, forcément, on le voit d'un bon œil. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne disparaîtra pas et au contraire sera encouragé par toutes ces réglementations qui ne cessent d'arriver. Je faisais aussi l'analogie sur alors j'ai perdu mon fil du coup, mais ça me reviendra. Oui. Voilà. Donc en tout cas, déjà merci pour vos propos. Donc capacité d'actualisation rapide, capacité à obtenir des certifications sur des processus technologiques complexes, capacité à traiter l'ensemble d'un problème à la fois technologique et humain vis-à-vis d'un partenaire financier. On a entendu votre réponse pour le groupe Tessie. Bertrand, est-ce que c'est la même chose pour votre groupe à vous ou vous voyez les choses un peu différemment ? Je ne pense pas qu'on soit très différents. On est sur le même marché, donc on fait je dirais, un travail qui est proche.
Je pense qu'aujourd'hui, l'externalisation, il y a très peu de banquiers ou d'entreprises qui sont soumises à l'anti-blanchiment qui, à un moment donné, se disent encore « Tiens, je vais faire ma solution de signature électronique par moi-même ». Pourquoi ? Parce que les contraintes réglementaires sont telles qu'aujourd'hui, je dirais, la plupart de ces entreprises ont adopté des solutions externalisées en matière de signature. En matière d'identification, on avait encore un trou béant, à savoir que le sujet de l'identification n'avait pas été très clairement adressé et on restait encore avec, je dirais, des définitions qui pouvaient varier d'un pays à l'autre. Là, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un règlement européen qui très clairement a posé les bases de cette identification, avec cette version 2 qui va arriver, avec ce wallet. Et aujourd'hui, je pense que là où le banquier, par le passé, pouvait collecter la pièce et se dire « j'ai un back-office pour regarder exactement ce qui se passe », demain, avec les exigences qui sont celles, notamment de l'ANSSI, mais aussi à travers ces spécifications techniques qui ont été publiées par l'ETSI, très récemment aussi, on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus être à jour quand on est un banquier avec ses propres équipes. Enfin, il faut prendre en considération quand vous avez un marché qui évolue. En septembre cette année, on a vu toutes ces cartes nationales d'identité électronique fleurir à travers l'Europe. Bon, je dirais que si vous n'avez pas le flux nécessaire pour entraîner vos algorithmes, là je parle des technologies à proprement parler, et faire en sorte qu'elles soient performantes dans la détection des faux, et donc si vous avez un flux très limité en tant que banquier dans votre seul pays, vous n'allez pas réussir à adresser tout cela. Il vous faut vraiment des équipes dimensionnées pour faire en sorte que, tant du côté vérification d'un document que du côté liveness, reconnaissance faciale, vous ayez des algos qui soient performants. Et donc tout ça entraîne aujourd'hui de facto, je dirais, le fait de passer par de l'externalisation. Enfin, on a discuté, c'était assez amusant avec nos amis banquiers, parce qu'on a beaucoup d'amis banquiers, forcément, au démarrage de Pvit, et des gens se posaient la question de « mais est-ce que vous ne pouvez pas inclure nos plateaux humains, dans le cadre de votre certification ?» C'est-à-dire que se pose la question quand même pour les banquiers aujourd'hui de savoir ce qu'ils vont faire de certaines des personnes qui faisaient leur KYC en back-office. Bon, on a été obligé de leur expliquer que c'était pas... Nous, on était très ouverts à ce fait, mais que derrière, l'ANSSI aurait demandé dans ce cas-là à ce que chacun des périmètres soit certifié. C'est-à-dire qu'en travaillant avec BNP, le back-office BNP, il nous fallait une certification. Même chose si demain on avait travaillé avec la Société Générale. Donc très clairement, ce n'était pas envisageable et c'est pour ça qu'on est parti sur notre propre back-office. Merci Bertrand. Clément, je rebondis un peu sur les propos de Bertrand qui nous parle d'algorithmie, d'intelligence artificielle. Quelles sont aujourd'hui les briques technologiques pour faire de la KYC? Ont l'air extrêmement variées. Il y a des documents, vous travaillez beaucoup sur la blockchain. Il y a des opérations humaines, des opérations d'intelligence artificielle. Comment vous définissez-vous un peu ce périmètre technologique spécialisé aujourd'hui de la KYC pour l'identité à distance? Alors oui, la KYC englobe beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, qui soient à la fois humaines ou technologiques. À commencer bien sûr par la vérification de l'identité. Donc ça va être fait à travers du document d'identité qui doit être vérifié. Et ensuite de la personne en tant que telle. Donc quand c'est à distance, ça va être une preuve de vie, ça va être un selfie, ça va être une vidéo que vous allez prendre en live pour bien vérifier que la personne qui entre en relation est bien celle qui dit qu'elle est. Et finir par la vérification de documents. Et c'est là-dessus que Archipel se positionne. Nous, notre objectif, ça va être de vérifier, d'abord certifier et ensuite vérifier des documents à valeur probante, que peuvent être des justificatifs de domicile, que peuvent être des fiches de paye, qui vont être utilisés lors d'entrée en relation, que ce soit pour la souscription d'un crédit, l'ouverture d'un compte en banque. Voilà, c'est un peu tout ce qui existe sur le sujet. Pour reprendre un peu ce qui a été dit avant, aujourd'hui, le gros challenge de toutes les banques, et notamment les banques traditionnelles, ça va être d'optimiser ce parcours client, qui peut être très lourd si on applique justement toutes ces mesures KYC. Donc l'externaliser, ça fait sens, parce qu'il y aura des experts qui pourront aider là-dessus et accélérer ce parcours-là. L'internaliser, pas forcément, parce que ça peut rajouter de la complexité. Voilà, l'idée étant quand même d'accélérer, de minimiser les étapes dans ce parcours-là. Et la blockchain permet de faire ça, parce qu'on va avoir une réponse quasi instantanée sur l'authenticité d'un document, ça chiffre en millisecondes, une confiance absolue sur ce document-là. Et tout ça à moindre coût, parce qu'il n'y aura pas de traitement manuel qui sera fait derrière. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on apporte de la valeur. Merci beaucoup, merci Clément.
Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, on a des règles nationales et on a des normes qui sont sorties au niveau des PVID, notamment la norme de l'ANSSI. Et demain, on a ces nouveaux règlements. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, Stéphane, peut-être? Bien, comment dirais-je, il va y avoir un grand choc. Je crois qu'il faut dire qu'on bascule d'un monde ancien, qui est globalement le monde IDAS 1, où l'identité c'était national, à un monde IDAS 2, où l'identité, enfin, la manière de prouver l'identité, ce n'est plus national, c'est européen. C'est vraiment ça le changement. Donc toutes les règles de type, et puis pour ceux qui étaient là mardi, comme moi, on a bien compris que la Commission, à juste titre d'ailleurs, est très consciente de l'idée que les spécifications nationales, c'est un facteur majeur, déterminant de fragmentation et de cloisonnement des marchés nationaux. Donc elle est, et là encore on peut à mon avis que lui donner raison, elle est très contre les spécifications nationales. Donc clairement, alors juste une autre remarque, quand on parle d'identité qui ne serait plus nationale, attention, ce n'est pas de définir qui sera français ou allemand ou italien, ça évidemment ça reste du domaine des États. Par contre, les méthodologies d'établissement de preuve des identités et de vérification d'identité, ça bascule clairement au niveau européen. Bon. Donc ça veut dire très clairement que le type de spécification comme le référentiel ANSSI du mois de mars dernier, il n'est pas cohérent, il n'est pas compatible même dans sa conception avec l'univers IDAS 2. Voilà. Donc il va être fatalement remplacé. Alors il va être remplacé par quelque chose d'autre qui sera européen. Est-ce que ça sera très différent? Peut-être pas, mais ça va être européen. Ça va plus être purement français. Nous, on a un peu tendance en France à considérer que l'Europe, c'est une grande France. Bon, les autres ne sont pas tout à fait sur la même vision. Donc, voilà. À quel horizon, Stéphane? Parce que ça, quand même, on comprend, je veux dire, avec la situation sanitaire, il y avait urgence de faire une norme sur la vérification d'identité à distance. Elle a le mérite d'exister, quand même. Alors, elle a le mérite d'exister, mais enfin... Sur ce sujet-là, à mon avis, ça va être le premier batch de documents techniques qui sera établi au niveau européen. Donc, à mon avis, entre 6 mois et 1 an après l'entrée en vigueur du règlement IDAS 2. D'accord, merci. Et alors, je me tourne vers vous, les partenaires technologiques. Comment il y a cette norme ANSSI qu'aujourd'hui vous appliquez. Il y a d'autres orientations européennes qui peuvent diverger sur certains points. Comment vous vous y retrouvez? Comment vous faites avec vos clients? Guillaume, peut-être comment... Alors, si on s'adresse plus particulièrement aux établissements financiers, aujourd'hui, les entrées en relation, notamment, sont dictées par le Code monétaire et financier. Le Code monétaire et financier, il est clair, aujourd'hui, il y a des mesures d'identification à distance qui sont proposées. Vous connaissez sûrement déjà tous ces 6 mesures-là. Il y en a 2 qu'ils doivent retenir. Traditionnellement, c'était récolter la copie d'une pièce et faire un virement bancaire. Aujourd'hui, on arrive avec des solutions où, si on veut appliquer la mesure 5, il faut être certifié PVID. Et sinon, les alternatives, c'est aussi la signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié qui permet aussi, et alors là, c'est la réglementation EIDAS qui s'applique. Donc c'est un peu, si vous savez, d'un côté on nous demande d'être PVID, de l'autre côté il suffit juste d'appliquer le règlement EIDAS. Dans les 2 cas, les banques peuvent faire les entrées en relation. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'elles font aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas d'acteurs certifiés PVID, elles font un certificat qualifié. Et puis le jour où il y aura des acteurs certifiés PVID, ils utiliseront la mesure 5, mais ce sera franco-français. Donc si jamais on a une ambition paneuropéenne pour une banque, on est vite bloqué. Donc voilà, c'est un peu... Voilà. Donc on attend, c'est vrai que c'est cette EIDAS 2, en tout cas on en attend beaucoup. Nous on s'adapte forcément, on propose des solutions, on est là pour ça, on est là aussi pour proposer des parcours alternatifs pour les clients finaux, parce que si on parle de certification PVID, si on parle d'identification à distance, on parle forcément de traitement de données biométriques. On doit recueillir le consentement de l'utilisateur final. Si l'utilisateur final ne donne pas son consentement,
quelle alternative a la banque aujourd'hui pour assurer son entrée en relation à distance. Donc on doit apporter toutes ces solutions-là. Et c'est très complet, c'est très vaste, et on s'adapte évidemment à tout ça. Donc, plusieurs options qui restent ouvertes. Vous, Bertrand? Là encore, hein, je ne vais pas dire des choses beaucoup différentes. Non, ce que je dirais simplement, c'est qu'en matière de règlement EIDAS, on a parlé beaucoup là de PVID, mais EIDAS V1 introduisait des identités de niveau garantie substantielle qui sont déjà reconnues par le Code des marchés financiers en mesure autosuffisante. Donc aujourd'hui, quand on veut faire une entrée en relation à distance, on peut choisir une identité de niveau garantie substantielle, d'accord, en mesure autosuffisante, ou choisir 2 mesures parmi les 6 qui existent, et notamment la collecte d'une pièce d'identité ou la fameuse 5, le PVID. Les deux ne sont pas totalement, je dirais, opposés, puisqu'on va les retrouver à travers PVID. Le sujet aujourd'hui, donc EIDAS V1 introduit des schémas d'identité. On en veut pour preuve qu'on avait, nous, historiquement développé un schéma chez Ariane Next avec Orange qui s'appelait Mobile Connect et moi, souvent, je dirais, associé à Orange, mais pourtant c'était bel et bien Ariane Next qui délivrait ces identités. On a communiqué très récemment, puisque c'était mardi, sur le salon du FIC, le fait qu'on allait lancer une nouvelle plateforme conforme EIDAS V1, hein, donc à partir du moment forcément où on aura une certification ANSSI, qui délivrera des identités de niveau garantie substantielle. Donc c'est la première étape pour nous à un moment donné dans justement notre dessein qui est demain de transformer ces actes isolés qui étaient du KYC en stand-alone à des moyens d'identification électronique dignes de ce nom. Donc c'est votre projet produit ISIS c'est ça? C'est Iris. Iris, pardon. Iris, excuse-moi. Oui, c'est Iris. Et voilà. Et donc il est dans les demandes de qualification. Alors en fait, Iris est un schéma d'identité, une partie du périmètre à analyser et la solution d'enrôlement en tant que telle, qui elle est soumise cette fois-ci au sujet PVID en France. Donc on estime que d'ici la fin d'année, on aura cette certification PVID qui, de facto, alors je ne dis pas de facto parce qu'il y a d'autres éléments, mais qui devrait nous permettre de délivrer des identités de niveau garantie substantielle et à un moment donné de proposer aux établissements financiers et aux établissements généraux soumis à l'AML bien un choix, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Hein, pour de l'identité de niveau garantie substantielle, on a bien la Poste ou la Poste. Voilà. Donc on viendra compléter offrir une autre possibilité. Voilà. Merci. Clément, je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot aussi sur cette question. Oui, tout à fait. Alors, je dirais qu'à notre niveau, ça se situe... Enfin, la réflexion est triple. D'une part, on essaie d'être en avance de phase, donc de travailler avec des groupes de travail sur le sujet, d'étudier un peu les nouvelles directives, voir où est-ce que ça peut aller, comment s'inclure là-dedans. Ensuite, par nos partenaires technologiques, vous avez mentionné la Poste, on a annoncé pas plus tard, enfin la Poste a annoncé pas plus tard ce matin que l'attribut d'adresse qui est intégré dans l'identité numérique va être celui d'Archipel. Donc ça nous permet d'atteindre ce niveau substantiel. Et enfin, par notre technologie, on cherche l'interopérabilité avec tout système existant. On est une brique technologique qui apporte de la valeur, encore une fois, sur la certification de ces attributs. Donc voilà, on veut rester absolument ouvert. On ne sait pas où est-ce que ça va évoluer, mais au sein de notre technologie même, permettre une flexibilité maximale. Merci pour ces informations précieuses. Alors, moi, je voudrais revenir sur une question importante. C'est une question un peu différente, parce que souvent on considère que la KYC, c'est l'entrée en relation, mais parfois la KYC, c'est aussi la remédiation. Et alors, qu'est-ce que la remédiation? Comment se pose pour une banque le problème? Comment les partenaires agissent? Peut-être, Guillaume, vous avez une expérience, vous, de ces sujets de remédiation, c'est-à-dire quand il y a une difficulté, qu'on va voir une autorité vient voir un partenaire en lui disant là, il faut vérifier les choses chez un de vos bénéficiaires ou chez un de vos clients, on a des suspicions, par exemple, ou comment ça se pose pour vous? Alors, en effet, Tessi effectue des actes de remédiation pour beaucoup d'établissements financiers depuis de nombreuses années.
L'objectif, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure sur le suivi de la relation d'affaires. Une fois que, quand on parle de KYC, on parle souvent, donc, comme je disais tout à l'heure, d'entrer en relation, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout ce suivi de la relation d'affaires et tout ce screening, notamment dans le domaine financier, qui va permettre de, justement, quand il y a suspicion de fraude, quand on a besoin, même pour des actes même tout bêtes, hein, la personne a déménagé, il y a besoin de s'assurer qu'elle habite toujours en France ou qu'elle n'est pas partie dans un pays à risque et qui va du coup dégrader sa note de risque qui est propre à chaque établissement et du coup il y a besoin d'aller revérifier certaines informations. Et là encore, c'est est-ce qu'on apporte de la technologie pour ça? Est-ce qu'on apporte le moyen de cette collecte finalement de nouvelles pièces demandées pour ces actes de remédiation peut recevoir de tous les canaux différents et du coup il faut savoir externaliser aussi ces actes-là pour les banques. On en parlait parce que c'est chronophage, ça va l'être encore plus lorsqu'il va falloir aller justement aux bénéficiaires effectifs. Donc c'est vrai que nous, voilà, aujourd'hui c'est un savoir-faire que les banques ont, que des acteurs externes comme Tessi peut avoir. Et aujourd'hui, ces actes-là, ça reste très important en termes de volume pour les banques. Et si jamais votre question c'est rejoindre, est-ce qu'il y a sur l'externalisation, est-ce que de ces actes-là, déjà, il faut des acteurs et la technologie aide de toutes les manières aussi à accélérer et automatiser le plus possible ces actes-là. Mais il y aura toujours besoin d'humains aussi. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais me tourner vers vous, Bastien, parce qu'il y a une spécificité très forte du Luxembourg, c'est les fonds d'investissement. Et on imagine que les fonds d'investissement, la KYC, elle doit être très poussée, parce que c'est des enjeux souvent financiers assez considérables. Donc, est-ce qu'il y a des spécificités pour ces fonds d'investissement? Et la deuxième question, c'est quel est le cadre de l'externalisation au Luxembourg? Quelle expérience vous avez de l'externalisation de la KYC et de la relation entre les donneurs d'ordre et je dirais les prestataires là-dessus? Oui, non, tout à fait. Dans le monde des fonds d'investissement, bon, qui est une spécificité, on va dire, luxembourgeoise, hein, on a des 3 plus grands acteurs mondiaux avec l'Irlande et les États-Unis dans le domaine des fonds. Effectivement, on travaille quasiment qu'avec de l'externalisation, de l'outsourcing. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le fonds qui est une structure juridique, mais qui ne fait pas le travail en tant que tel. Donc, elle la donne à la société de gestion, elle mandate la société de gestion, qui elle-même mandate, parce qu'une société de gestion peut avoir 3 personnes ou 50 personnes, qui elle-même va mandater un agent de transfert. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais qui va mandater un agent de transfert qui eux-mêmes vont faire le KYC. Donc, ce sont des grands back-office qui vont faire tout ce qui est le KYC sur les investisseurs, d'accord? Aussi bien le KYC, mais puisqu'on parle de technologie, le grand point, c'est aussi le name screening, donc le screening des noms des investisseurs. C'est un des grands sujets pour le moment, par rapport aux listes de sanctions, terroristes, etc. Et aussi tout ce qui est le transaction monitoring, où là, il n'y a il y a énormément de technologies pour le faire. Donc, à l'époque, ça fait des années qu'on externalise, que nos clients externalisent dans le monde des fonds d'investissement. En 2018, ils se sont rendus compte qu'effectivement, quand on externalise, eh bien, il faut faire des contrôles, parce que la personne ou l'entité qui va externaliser à un autre service provider, il doit s'assurer que le service provider fasse bien son travail. Et quand on lit le règlement, les quelques lignes qu'il y a sur l'externalisation de le règlement européen, ou si on prend la circulaire 18698 au Luxembourg de 2018, on voit que c'est quasiment la même chose qui est dite. C'est-à-dire, celui qui externalise garde la responsabilité. Il doit s'assurer en pratique, en quelques mots, avant d'externaliser, il fait une due diligence sur le service provider pour s'assurer que tout est en place. Il doit signer un contrat, je ne parle pas des fees, etc., mais contrat qui doit prévoir les rôles et responsabilités de chacun en matière KYC, l'acceptance des procédures. Tu vas demander tel document, je veux que tu demandes tel document. Ça, c'est le cadre formel juridique. Mais derrière ça, il y a aussi, il doit faire de manière continue un contrôle sur ce service provider pour s'assurer qu'il continue à bien faire le travail comme il devait le faire. C'est ce qu'on appelle un oversight, où on demande des KPIs, mais également des on-site due diligence. Et on remarque que sur les 2 dernières années,
dans le monde des fonds, c'est une grosse part de notre travail où on nous mandate pour aller contrôler les services providers et faire des contrôles en fait. D'accord, merci beaucoup. Donc une dimension qui devient de plus en plus importante, oui, aussi au Luxembourg. J'ai encore d'autres questions pour nos amis, mais je ne voudrais pas priver la salle de pouvoir poser aussi ses propres questions. Donc si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, vous levez la main et puis on vous donnera le micro. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Entre-temps, moi, je voulais revenir vers vous parce qu'il y a un point qui est quand même assez particulier, c'est l'alliance entre la technologie et l'humain. Alors, je voulais savoir un petit peu comment vous gériez cette dualité de l'humain et des technologies, sachant qu'on ne peut jamais laisser la main complètement aux technologies, et en même temps, si on n'utilise pas l'éco-technologie, on n'arrive pas à gérer en temps, en heure et en performance. Je ne sais pas, qui veut peut-être répondre, Stéphane? Je peux peut-être en parler, puisque c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué au sein de l'ETSI en matière de vérification d'identité à distance. Bon, l'ANSSI en France a une position très, très arrêtée là-dessus. Ils vous disent il faut de la technologie et il faut de l'humain et vous ne pouvez pas n'utiliser qu'un seul des facteurs. Bon, très bien. Dans d'autres pays, il y a d'autres opinions. Vous avez des gens qui vous disent la technologie, elle est maintenant globalement supérieure à l'humain dans tous les domaines. Donc il n'y a pas de raison absolument impérieuse de faire appel, d'imposer un facteur humain. Très honnêtement, le débat, il existe. Je pense qu'en fait, il est assez lié à un état de l'art technologique. Je ne suis pas sûr que dans 2 ans, on soit exactement confronté aux mêmes solutions qu'aujourd'hui. À mon avis, ce n'est pas totalement évident. Mais effectivement, en tout cas dans le domaine très particulier de la vérification d'identité à distance, ce débat est actuel. Et il a été tranché d'une manière très claire par l'ANSSI dans le cadre de son référentiel de mars 2021. Voilà. D'accord, merci. Et comment alors Tessie, Ariadne Next ou Archipel gèrent cette dualité technologie-humain? Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut répondre. Guillaume, peut-être? Non, et après. Bertrand, peut-être que tu veux commencer cette fois-ci. Dans ce cas-là, oui. Non, cette dualité, elle nous est imposée de facto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux exigences d'une première certification en Europe, qui est la certification PVID, on n'a pas le choix. On est obligé de passer de toute façon par cette dualité technologie et humain. Après, je dirais que la difficulté, c'est finalement aujourd'hui les techniques de fraude utilisées par les fraudeurs. Et il s'avère que la technologie, même si elle est excellente, j'en parlais encore avec notre président fondateur, là, et il s'avère que de temps en temps, les fraudeurs auront toujours un coup d'avance. Donc, je suis désolé d'aller un petit peu à l'encontre de ce que tu disais, Stéphane, mais très clairement aujourd'hui, la position de l'ANSSI, elle est assez drastique, mais il faut comprendre aussi qu'au final, cette identité substantielle, elle va venir permettre demain de délivrer une identité de niveau, enfin un certificat qualifié qui va apporter quand même un certain niveau de confiance dans la signature que vous déposez. Donc, qu'ils aient ces volontés d'avoir des garanties, moi, ça ne me dérange pas plus que cela. Je dirais que forcément, c'est impactant au niveau des parcours de nos clients, parce que là où vous aviez de l'automatisation avec un 12 secondes en moyenne de traitement d'un document d'identité, vous allez arriver sur des temps qui sont plus aux alentours de 5 minutes. Donc, c'est vrai que les parcours doivent être repensés, mais je pense que c'est encore nécessaire parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on le voit au niveau liveness avec les deepfakes, etc., bien l'œil humain, parfois, peut détecter des techniques de fraude qui ne sont, pour l'instant, pas encore parées par les meilleures technologies du marché. Entendu, Bertrand, c'est entendu. Guillaume voulait apporter un complément. Je complète, oui, mais parce que on est d'accord, on fait la même chose, donc on est d'accord, il n'y a pas débat. En revanche, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la définition même de l'identité substantielle, c'est aussi le fait de pouvoir vérifier une identité sans les loupes ultraviolets, enfin sans
sans tous ces outils que peuvent avoir par exemple un douanier. Et du coup, on a le droit au même taux d'erreur finalement qu'une personne pourrait regarder la pièce. Si elle est bien fraudée, elle est bien fraudée. L'algorithme ne le verra pas, l'humain ne le verra pas sur certains points spécifiques. Un vrai fraudeur aura toujours un coup d'avance, je suis entièrement d'accord avec ça. Une pièce largement bien fraudée, elle passera quoi qu'il arrive, même avec un opérateur humain. Donc la question peut se poser à partir du moment où on ne nous demande pas de délivrer une identité de niveau élevé, donc vraiment aller contrôler le certificat, le cryptogramme sécurisé d'une pièce, puisqu'on n'est pas équipé pour cela, et qu'on reste sur le niveau substantiel, peut se poser la question en effet de cette dualité humain-machine. Après, moi je rejoins, c'est là aussi où je rejoins Bertrand, c'est on fait avec la réglementation, l'ANSSI nous l'impose, on le fera, et en effet, c'est plutôt dans le bon sens. Il y aura toujours une infime partie des cas de fraude qui pourront être vus du coup par l'opérateur. Ça restera très à la marge, mais ça rassure. Et aujourd'hui, on a tous besoin d'être rassurés. On voit comment l'expérience utilisateur, le client, une banque a besoin de se rassurer. Et c'est vrai que c'est gage de confiance. Par rapport à une solution full automatique, on a tendance à le voir plutôt comme un gage de confiance, de se dire, de toute façon, il y a un œil humain, je suis rassuré. D'accord, merci Guillaume. Clément, sur les, je ne sais pas si vos clients sont préoccupés par la fraude. Quel type de fraude? Je sais pas, est-ce que c'est plutôt des fraudes organisées? Est-ce que c'est plutôt des fraudeurs occasionnels? Oui, nos clients sont définitivement préoccupés par la fraude. L'intérêt d'Archipel pour nos clients, ça va être de s'assurer que les documents qui sont fournis sont véridiques, n'ont pas été fraudés, altérés et restent intègres. Donc s'il y a une suspicion de fraude sur un dossier, le client en tant que tel va va vérifier davantage le dossier, et notamment certains documents comme les justificatifs de domicile. Donc ça va permettre de déceler assez rapidement si certains documents liés à l'identité ont pu être modifiés, ces données altérées, et donc en l'occurrence prendre les mesures adéquates. Merci Clément. Nous allons arriver à l'heure de la conclusion. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, c'est Imadat de l'EPFL. Je ne suis pas très connaisseur en la matière. J'ai des questions qui peuvent être très basiques. Donc, monsieur Mouy, vous avez parlé de 4 types d'attributs. Le premier, c'était les attributs liés à l'identité. Le deuxième, c'est le statut, marié ou bien les diplômes. Le troisième, c'était lié au comportement des personnes avec les risques, qui n'est pas très bien standardisé, si j'ai bien compris. Et puis, il y avait un quatrième. Donc, c'était d'accord. Donc, concernant le troisième, le fait que ce n'est pas standardisé, est-ce que c'est lié au fait que c'est un espace énorme de possibilités? Donc, le profil d'une personne, ça peut être des millions de choses. Allô? Oui. La troisième catégorie, les attributs de KYC liés à la fois à votre activité et à votre profil de risque ou de crédit. En France, en tout cas, alors dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose, mais en France, ça n'est pas véritablement standardisé, c'est extrêmement différencié d'un établissement de crédit à un autre établissement de crédit. En fait, chaque banque définit ses critères, en réalité. Et comme il n'y a pas de langage commun, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de taxonomie, il n'y a pas de mode de définition commune, c'est très difficile de partager, et puis les banques n'ont pas envie d'ailleurs, parce que derrière ça, vous avez du savoir-faire, du savoir-faire très lié au métier propre de l'établissement de crédit. Voilà. Je pense que avant que ça soit vraiment portable, il y aura. C'est vraiment après-demain, c'est pas demain. Je sais même pas si ça arrivera, pour être très franc. Alors, ça arrivera probablement pour certains d'entre eux,
hein. Notamment si vous avez des credit bureaus, en tout cas des bureaux qui définissent des profils de risque standardisés, normalisés au sein d'un pays. Vous avez de très nombreux pays dans lesquels ces credit bureaux existent. Là, oui, effectivement, là, il n'y a plus de difficultés. Mais actuellement en France, compte tenu, je dirais, du mode d'organisation du système bancaire français, moi, je pense que c'est une solution de long terme. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, moi c'est Philippe Canté, fondateur d'ID Protect, qui œuvre contre l'usurpation d'identité, donc qui est un phénomène qui est en pleine croissance en ce moment. Moi, la question que je voulais poser, c'est alors l'apport du PVID, si je comprends bien, c'est que il y a une seconde personne, enfin un humain, qui va vérifier derrière ce qui est réalisé par vos sociétés Jouve et Ariane Next. Tessie et Ariane Next et Archipel, pardon. Excusez-moi. Et oui, donc en somme, aujourd'hui, en fait, moi, la problématique que j'ai avec les personnes que j'accompagne, leur problème, en fait, c'est que quelque part, le document est vrai, donc en fait, il passe le premier contrôle, et derrière, en fait, s'il est déclaré perdu volé, il peut potentiellement, est-ce que le PVID sera la solution contre l'usurpation d'identité telle qu'elle existe aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui veut répondre? Le PVID est-il la solution à l'usurpation d'identité? Bertrand. Déjà, par rapport à un document volé ou perdu, pour rappel, il y a une base nationale, alors si tant est qu'elle soit ouverte à un plus grand nombre, mais, pardon, c'est pas le cas, voilà, qui s'appelle DocVerif, qui, somme toute, aujourd'hui, devrait être intégré auprès des différents fournisseurs de schémas d'identité, voire auprès des gens qui se font certifier PVID, parce que c'était une exigence au niveau du règlement européen qui n'a pas forcément été respectée par la France pour l'instant. Donc, très clairement, quand on a des cas de fraude tels que le document volé, le document perdu, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'a pas accès à cette base. Je dirais, dans le cadre de PVID demain, et si tant est que nos amis de la NTS bougent un petit peu, on aura finalement accès à DocVerif qui nous permettra d'aller faire un check réel sur la présence ou non de ce document dans ces bases qui existent par ailleurs dans d'autres pays et qui sont accessibles aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut rajouter? Ce qu'on peut peut-être dire, c'est si par exemple je subtilise la carte d'identité de Bertrand là, et que je vais avec sa carte d'identité souscrire un crédit, il faut que je vais présenter sa carte, mais quelque part je ne ressemble pas tout à fait à Bertrand. Donc, il y a deux choses qui vont être vérifiées. Premièrement, est-ce que le document d'identité est valable? Ça, effectivement, est-ce qu'il n'a pas été révoqué? Est-ce qu'il n'a pas été déclaré perdu? On va supposer que Bertrand s'est rendu compte de rien et qu'il n'est pas encore réalisé que j'avais utilisé sa carte. Bon, donc très bien. Après, il y a une deuxième étape c'est de vérifier que, c'est ce qu'on appelle la détection du vivant, c'est-à-dire de vérifier qu'effectivement, entre la photo qui figure sur la carte d'identité et mon visage à moi, il y a une ressemblance au moins, enfin un niveau de confiance suffisant dans l'identité. Et là, c'est le travail du PVID. Typiquement, le PVID, normalement, s'il fait bien son travail, il a les algorithmes, la technologie, les process qui lui permettent de vérifier que non, je ne ressemble pas complètement tout à fait à Bertrand, et donc c'est pas mon titre. On n'est pas à un certain niveau, c'est des cas qu'on voit, le deepfake aujourd'hui, sur des sociétés type néobanque, etc. Il y a des filières qui se mettent en place et derrière, là encore, le PVID, ce qu'il va amener, ce contrôle manuel, potentiellement peut venir à un moment donné compléter, parce que c'est bien un complément, on ne refait pas la même chose. L'humain ne peut pas aller aussi vite que la technologie quand il s'agit d'aller vérifier une MRZ, etc. Donc l'humain va pouvoir passer un peu plus de temps sur des éléments sur lesquels la technologie est encore un peu en retard. Si je prends l'exemple de la carte volée perdue, c'est sûr que sur des sujets tels que le photoswap, vous prenez une carte nationale d'identité roumaine ou le portrait d'identité sur un fond blanc, voir qu'il s'agit d'un copier-coller d'une photo sur une carte nationalité roumaine
technologiquement parlant, c'est compliqué. À l'œil humain, on pourra le détecter plus facilement. Merci Bertrand. Guillaume, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Et puis, je vous demanderai après de peut-être faire votre conclusion aussi sur cette table ronde. Je rajoute juste un mot, mais je complète simplement. Il ne faut pas oublier que les futurs acteurs PVID se font également auditer sur leurs algorithmes, etc., et notamment vis-à-vis des deepfakes, pour regarder comment est fait la technologie. Parce qu'il y a la technologie d'un côté, il y a l'humain derrière. Donc l'humain, de toute façon, a accès à la vidéo, pourra vérifier, etc., et tout de suite se rendre compte si jamais il y a problème, en tout cas le mieux possible. Mais c'est surtout au niveau technique, c'est comment a été conçue la solution et les algorithmes pour éviter justement l'incrustation de vidéos tierces. Et c'est pour ce pourquoi aussi est inclus des challenges aléatoires pour justement éviter de rejouer une vidéo et éviter d'entraîner finalement une personne à rejouer la même vidéo pour tricher finalement. Donc il y a quand même beaucoup de sécurité autour de ça. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner on va passer maintenant aux conclusions de cette table ronde. Est-ce que, Guillaume, puisque vous avez le micro, est-ce que vous pouvez le garder pour dire pour vous quels sont peut-être les messages les plus importants que vous souhaitez délivrer? Oui, les messages importants, c'est que déjà la technologie n'ira jamais sans l'humain, en tout cas pas tout de suite. Il y aura toujours besoin d'actes humains, alors que ce soit, comme on l'a dit un instant pour le PVID, mais même pour des actes autres de contrôle et de KYC. Ce qui est important quand on fait appel comme ça dans l'externalisation à un prestataire aussi, c'est de se dire ce prestataire, il a déjà du volume, il est formé, il est à tous ces actes-là, mais il dispose également d'un panel de technologies et de la possibilité de faire appel à des référentiels externes pour effectuer tous les contrôles de cohérence possibles pour apporter le maximum d'informations et de rassurer toujours sur l'authenticité ou la validité des documents qu'il contrôle. Et c'est important de se dire aujourd'hui, un acteur qui peut avoir accès à toutes ces bases-là et dont c'est le métier, m'apportera toujours une sécurité supplémentaire si demain je souhaite externaliser mon processus chez cet acteur-là. Donc voilà, Tessie en l'occurrence, évidemment, on le fait. Merci beaucoup Guillaume. Bastien, est-ce que vous auriez un mot de conclusion pour cette table ronde? Oui, tout à fait. Donc on remarque que le cadre législatif et réglementaire évolue, va continuer à évoluer au niveau européen, et donc forcément dans chaque pays, pour moi au Luxembourg, pour vous en France, ces directives seront transposées dans le droit national, par exemple. Donc on sait qu'il va y avoir des nouvelles lois, des nouvelles circulaires, des nouveaux règlements, etc., également nationaux, que donc les choses vont se complexifier, et que donc je pense, et là je parle à titre personnel, qu'effectivement l'humain et la technologie vont aller de plus en plus de pair. Avant on ne parlait que de l'humain, maintenant on parle beaucoup de technologie, mais je pense que tous les deux vont évoluer et grandir ensemble. Et donc je pense vraiment que les solutions technologiques apportées par les services providers, par exemple, donc l'externalisation, va avoir un rôle de plus en plus important, en tout cas dans le domaine financier, parce que le compliance est souvent vu comme un secteur de coût. Et donc les banques ne pourront pas avoir des équipes de conformité avec 1000 personnes dans les bureaux, donc ils devront externaliser. Et bien sûr, le dernier mot, si vous avez des questions sur la présentation que j'ai faite tout à l'heure ou sur la partie réglementaire, n'hésitez pas à me contacter. Merci Bastien. Stéphane, à vous la parole. Oui, alors, bon, en très rapide, IDAS 2 et AMLR, gros changement en perspective sur le KYC. C'est clair, on passe des documents aux attributs. Le mode remote devient le mode standard, c'est-à-dire plus rien ne se fait en face à face. Et troisième élément, on l'a déjà dit, l'identité, enfin plutôt la gestion et la vérification de l'identité, c'est plus des spécifications nationales, ce sont des normes européennes. Alors, il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué qui est important, c'est que le niveau d'exigence va monter, notamment en termes de niveau de garantie. On a évoqué ici, là, autour de la table, le niveau substantiel, revu et largement corrigé d'ailleurs par l'ANSSI. Redéfini même, on va dire. Là, on passe au niveau élevé avec les wallets. Sachez, pour illustrer un petit peu le propos et la difficulté technique, le niveau élevé pour les cartes d'identité de nouvelle génération,
il y a un obstacle juridique très fort qui fait qu'on n'est pas sûr d'y arriver, hein, tout simplement parce que l'accès à la photo, qui est une donnée biométrique, n'est pas autorisé en application du règlement qui définit les caractéristiques techniques des cartes d'identité électroniques, n'est pas autorisé pour les personnes autres que les membres des États, les pouvoirs publics. Oui. Donc, on a des difficultés, on a aussi des difficultés à venir en matière d'externalisation, parce que clairement, les prestataires de services financiers n'ont pas les ressources techniques et technologiques pour faire ça eux-mêmes, et donc ils vont devoir déléguer. Okay, mais juridiquement, ils restent, en application de la réglementation, totalement responsables de tout. Oui, donc là, il va y avoir une situation un peu délicate à gérer. Vous ne savez pas faire, vous vous en remettez à quelqu'un qui, lui, sait faire, mais par contre, c'est vous qui êtes responsable de tout. Bon, voilà, donc globalement, un changement, je pense, extrêmement positif, que moi, j'appelais de mes voeux, mais qui va mettre un petit peu de temps avant d'arriver. Ça nous promet de beaux débats dans les prochaines années encore. Bertrand, un mot de conclusion de votre part ? Je sais pas que dire de plus de ce qui a déjà été dit. Non, je pense que notre métier, il va évoluer. Enfin, on l'a vu par l'introduction de ces nouvelles cartes nationales d'identité électronique. Là où finalement on faisait beaucoup d'OCR, donc de l'extraction de données sur les documents, on va de plus en plus utiliser des composants type puce et extraire la donnée. Donc notre métier il évolue et dans cette évolution, ce que vont devenir des sociétés comme les nôtres, je l'espère, hein, on va passer de ce fournisseur de KYC à véritablement une société qui délivrera des identités numériques et qui les gérera en transnational, et ce pour les différents fournisseurs de services qui viendront consommer eux-mêmes ces services pour répondre aux enjeux, qu'ils soient réglementaires ou qu'ils soient uniquement des enjeux de transformation digitale. Voilà, donc je pense qu'on est dans, encore une fois, on va dans la bonne direction en s'inscrivant dans une identité européenne plutôt qu'une identité franco-française. D'accord, et avec une vision stratégique très claire. Clément, c'est à vous qu'appartient le mot de la fin, je dirais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Non, je vais un peu me répéter ce que mes camarades ont dit. Bien évidemment, on voit très positivement l'évolution des IDAS, d'aller chercher l'attribut, ça fait sens. Ça fait sens aussi pour la confidentialité des données. On n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, le KYC va forcément demander de récupérer beaucoup de données des utilisateurs et avec ça des risques liés. Et on voit l'utilisation des portefeuilles d'identité, notamment via IDAS, comme un outil qui va nous permettre de parer ces limites et ces risques-là. Donc voilà, on voit ça d'un très bon œil. C'est bien pour ça qu'on a aussi publié un livre sur le sujet que je vous invite à télécharger, un livre blanc sur le site d'Archipel. Donc voilà, on attend de voir si cette proposition va réellement être entérinée et sous quelles conditions. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai déjà téléchargé votre livre blanc. Je vous remercie. Je vous propose d'applaudir nos orateurs.